bonjour à tous. J'ai voulu effectivement présenter quelques slides pour parler de cette question. Pourquoi établir des synergies? Comment établir des synergies avec qui au sein de l'AFSI? Alors, on m'entend bien? C'est bien? Parfait. Donc, pourquoi établir des synergies? Comment établir des synergies? Avec qui? Je ne sais pas si c'est un mode d'emploi, mais j'ai voulu rassembler sur quelques diapositives le, des questions qu'on a pu se poser nous et des réponses qu'on peut y apporter. Des réponses qu'on peut y apporter effectivement au sein de l'AFSI. On a mis en place un certain nombre d'outils qui pourront vous aider. Et voilà, allons-y. Alors, on pourrait se demander pourquoi envisager un partenariat? Pourquoi essayer de trouver des synergies avec des collègues? Moi, je parle toujours de collègues quand je parle des autres membres de l'AFSI. Des raisons évidentes, et vous aurez peut-être vos raisons. On va se dire que si on trouve un partenaire complémentaire, on va en parler juste après, on pourra peut-être accrocher des clients qu'on ne savait pas convaincre tout seul. Donc ça veut dire qu'on a envie de se positionner sur d'autres segments de marché que ceux qu'on a l'habitude de fréquenter. Je pense par exemple, je travaille avec des petites sociétés qui se satisfont parce qu'elles ont déjà en place tout un réseau de prestataires de R&D, qui se satisfont de leur réseau, et puis il leur manque une petite brique, et la brique là, je peux l'apporter. OK. Mais maintenant, je pourrais peut-être, avec un collègue ou un autre, 2 collègues, je pourrais peut-être accrocher des sociétés beaucoup plus grosses qui demandent des offres intégrées, des offres plus grandes. C'est ça, aborder un autre segment de marché. À 2, on pourrait peut-être être plus convaincant. Je peux aussi, c'est un autre cas rencontré, je peux aussi sécuriser mon offre de service parce que dans ce que je fais, par exemple, je fais de la biologie, je fais de l'in vivo sur des modèles un peu particuliers. Puis je parle un petit peu de Drugabilis. À Drugabilis, on développe des formulations précoces pour des essais chez l'animal. Et je sais que je suis pas toujours à l'aise dans mes formulations chez l'animal, donc je prends mes études in vivo, mais sur la formulation, parfois j'ai un écueil et je passe du temps sans forcément être sûr d'apporter la bonne réponse. Finalement, si j'avais quelqu'un qui peut me faire la formulation quand j'ai un embêtement, ben, je vais sécuriser mon offre parce que l'étude sera peut-être faite plus vite, elle sera pas critiquable puisque j'ai une formulation qui a un rationnel et finalement, j'ai pu, éviter de tomber sur un écueil, un problème et j'ai pas de souci avec, la vente de mon offre. Je peux aussi accroître ma crédibilité auprès de mes clients et de mes prospects. Je travaille pour un client particulier et puis je vois qu'il rencontre à un moment un autre problème. Il me pose la question: «Est-ce que vous savez, est-ce que vous sauriez faire ça? Est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais trouver, tel type de compétences pour résoudre cet autre problème que celui que je travaille avec vous?» Bah, si je sais pas, je dis non et puis je laisse peut-être filer, une étude qui aurait pu aller chez un collègue et puis si je sais pas, bah, je dis que je sais pas. Alors que peut-être, en ayant discuté avec des partenaires, je sais bien que ceux-là savent faire ça et finalement je peux dire: «Oui, je vois de quoi vous me parlez, c'est gérable chez telle et telle, société, je peux éventuellement vous mettre en contact» et j'ai aussi accru ma crédibilité en montrant que j'ai finalement une expertise un peu plus large que la seule expertise de mon entreprise. Donc ça, c'est des raisons d'envisager, développer des partenariats, par exemple. Maintenant, avec qui? Alors, bien sûr, on connaît son activité, on ne connaît pas nécessairement, les activités dans le détail de tous les membres de l'écosystème AFSI. Alors avec qui? Je pense qu'il est toujours plus simple de nouer des partenariats avec des gens qui ont des activités découplées ou sans recouvrement significatif avec nos propres activités. C'est beaucoup plus simple. C'est plus simple parce que, il n'y a pas de compétition potentielle, il n'y a pas de transfert de technologie ou de compétences. C'est plus simple. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on va trouver à établir un partenariat avec, une société qui fait pour partie des choses qu'on fait nous aussi. Donc dans tous les cas, il faut qu'il y ait une réelle clarté dans la façon dont on va travailler ensemble et puis, dans, les objectifs, dans le fait qu'on va pas se piller, ses clients ou ses technos ou ses méthodologies. On va pas essayer bon, donc il est toujours important que les choses soient claires. Le fait que des activités soient disjointes, complémentaires réellement, c'est une grande facilité dans l'établissement du partenariat. Après,
il est bon d'avoir des modes de fonctionnement qui soient compatibles. Alors, on est tous compatibles, mais on a parfois des façons de travailler qui sont très différentes. Si c'est trop différent, on va probablement perdre en efficacité, en rapidité, en pertinence, en flexibilité. On a cette prétention à l'AFSI d'être, comme on est beaucoup de petites sociétés, quand on est une petite société, on dit qu'on est souple, flexible, rapide, intelligent, smart. Il ne faut pas perdre tout ça en s'associant avec une autre société qui a des façons de travailler trop différentes, des processus trop différents. Il faut bien se comprendre, il faut garder cette efficacité qu'on a seul. Je voulais noter ça, partager des valeurs et des objectifs communs. Je crois résolument que ça facilite grandement les choses quand on travaille avec des gens qui ont un peu les mêmes idées sur pourquoi ils font ce métier, quel service ils veulent délivrer à leurs clients. Je vais dire à l'extrême, si moi je veux faire du business, beaucoup de chiffre d'affaires, et si pour moi c'est les dollars qui comptent, et si mon collègue il veut faire des choses hautement scientifiques, poser, prendre le temps, discuter, peut-être qu'à un moment, on n'a pas les mêmes objectifs, on ne va pas vouloir aborder les choses de la même façon. Euh, Ça sera moins simple. Ce sera moins simple. Et on peut tout à fait travailler entre des gens qui ont les mêmes objectifs de faire beaucoup d'argent. Moi, j'aimerais bien trouver, mais je n'ai pas trouvé encore. On peut, mais et ça marchera peut-être plus facilement parce qu'on aura des modes de fonctionnement, etc., qui seront plus proches. Je pense que c'est important de savoir reconnaître aussi ces similarités et ces proximités quand on aborde l'idée d'établir un partenariat avec une autre société. Alors, pour que ce que je dis, c'est que quand on sera dans l'urgence, parce que dans les projets, on rencontre souvent de l'imprévu ou des urgences, bah, il faut qu'on soit bien calé sur les façons qu'on a de travailler, sur ce qu'on met dans la relation avec le client. Ce sera plus facile pour gérer l'imprévu. Pour ça, les valeurs, les objectifs communs, ben, je vous renvoie aussi éventuellement à la charte des membres AFSI, où on dit un certain nombre de choses sur les valeurs que peuvent avoir des membres AFSI, quelques petites choses. Puis il y a aussi des gens qui ont des chartes d'entreprise. C'est toujours intéressant aussi de regarder. On peut le demander si certains ont une charte d'entreprise. C'est intéressant parce qu'on a, au travers des chartes d'entreprise, décrit un peu ces modes de fonctionnement, ces valeurs. C'est intéressant. Faites-le, ça peut être important. Maintenant, comment se préparer au partenariat? Alors, je vous rapporte un peu, c'est mon sentiment hein, sur ces différents aspects. Comment se préparer au partenariat? Euh, on va chercher une compétence particulière. Il faut identifier, dans- on se posait la question sur la première slide, quel type d'activité peut engendrer le besoin d'un partenariat? Donc, quelle activité chez moi ou quelle activité pourrait faire un partenariat qui fait du sens pour ma société? On va vouloir identifier le partenaire qui va bien pour ça. Qui est complémentaire de moi? Qui est complémentaire ou compatible? Alors, si possible, parmi les membres AFSI, on va essayer de se contacter. On ne se connaît pas encore, on va se rencontrer, on va se faire connaître aussi des autres pour que certains aient envie de venir nous voir. Donc là, je vous renvoie à quelques petits travaux qu'on a fait à l'AFSI. La fameuse maintenant cartographie en 3 clics qui est disponible à ce lien. Vous pouvez rapidement identifier une compétence au sein du réseau AFSI qui pourrait être la compétence que vous êtes en train de chercher. Et vous allez voir là apparaître les logos des boîtes de l'AFSI, membres de l'AFSI, qui disent être sur ce créneau. Vous pourrez ensuite les contacter et commencer à regarder s'il y a matière à établir des partenariats. Dans le groupe de travail AFSI, bonnes pratiques de travail en réseau, je ne suis pas sûr qu'on les ait écrites, mais on va les écrire, on va les mettre à disposition. On a listé des bonnes pratiques de travail en réseau. Des choses qui font qu'on aura facilité à trouver et à se faire connaître et à trouver des membres AFSI qui seraient susceptibles d'être des partenaires. Puis je vous renvoie encore à la charte de membres AFSI où il est dit par exemple que participer aux réunions annuelles, quand elles peuvent avoir lieu en dépit du Covid, des AFSI Connexion l'été et puis de l'Assemblée générale, en général c'était au mois de mars. Donc en appliquant ces choses-là, on va pouvoir identifier des partenaires potentiels et on va même savoir un peu ce qu'ils font et, si possible, aller les rencontrer et autres. Tout ça est décrit dans les bonnes pratiques de travail en réseau. Apprendre à se connaître, c'est important.
on ne va pas du jour au lendemain devenir des partenaires. Il va certainement falloir qu'on se fasse un minimum confiance parce qu'on va partager un petit peu de ses clients. Et un minimum confiance, ça se construit. Donc il faut qu'on se soit parlé, il faut probablement qu'on se soit rencontrés. Ça peut être sympathique et utile d'être allé sur site pour voir ce qu'était l'entreprise du collègue. Et puis, on va aussi éventuellement partager un peu de son expertise, parce que c'est toujours très utile que le collègue qui va parler de vous soit pas complètement à la traîne pour dire les choses qu'il a à dire sur le peu qu'il a à dire pour éveiller l'intérêt ou l'accord de son client. Et puis, il faudra aussi qu'il y ait des échanges entre les équipes opérationnelles. Parce que vous êtes le BizDev ou vous êtes le patron, la patronne de l'entreprise avec qui vous allez, qui va chercher à faire des partenariats, mais il n'empêche que le lendemain, quand ça commence, ce sont les gens de vos équipes qui interagissent directement ensemble. Donc, cet apprentissage, cette familiarisation des uns avec les autres, elle est très importante parce que c'est ça qui va permettre que, le moment venu, on soit efficace. Je parlais de la nécessité de ne pas perdre en efficacité quand on travaille effectivement sur le projet du client. Enfin, il faudra aussi discuter, toujours dans la préparation, on n'est pas encore en train de travailler pour un client commun, de comment on va travailler justement, comment on va travailler les process entre nous, mais les process aussi vis-à-vis du client. Est-ce que, déjà au préalable, on a des accords de confidentialité entre nous qui peuvent sécuriser aussi le client sur le fait qu'on va peut-être se parler de quelque chose qui existe déjà entre nous et notre client? Il faut qu'on soit d'accord sur comment on va interagir. Est-ce qu'on va faire des visios à trois, si on parle de deux partenaires avec un client? Est-ce qu'on va être sous-traitant de la première CRO qui travaille avec le client, ou est-ce qu'on va être partenaire? Est-ce qu'on va être simplement partenaire? Est-ce qu'on va être juste deux sociétés qui trouvent des synergies parce qu'elles sont plus efficaces à travailler en parallèle, ou est-ce qu'on va être aussi des apporteurs d'affaires? Est-ce qu'on va, puisqu'on apporte une affaire aux collègues, pourquoi pas donc encaisser un peu plus que ce qu'on revend aux clients, ce qui est possible aussi, bien évidemment, ou simplement on se met en relation et on est plus efficace ensemble et de fait, on a plus d'opportunités d'affaires. Le mode de contractualisation, est-ce que c'est une contractualisation en cascade? Le mode de facturation, est-ce que je fais la facturation intermédiaire et donc là je fais aussi la trésorerie, je joue le rôle, j'assure la trésorerie pour mon client vis-à-vis de mon sous-traitant, ou est-ce qu'on est en parallèle et on contractualise tous les deux avec le client? Donc il faut aborder ces questions-là parce que quand on sera à nouveau dans l'opérationnel, ces questions, elles devront avoir été abordées avant. Les différents modes de fonctionnement ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais il faut y penser. Et puis, voilà, donc ça, j'ai un peu abordé. Dans les phases de prospection ou les échanges avec ses clients, oui, quel mode d'interaction avec le client? Alors, le client qui n'est pas encore un client, qui est un prospect, là, je voulais rappeler quelque chose qu'on a mis en place cette année avec l'AFSI, programme ambassadeur, les bonnes pratiques de travail en réseau. Il faut toujours penser à parler de ses partenaires, ou partenaires potentiels, ou collègues membres AFSI. Et pour ça, le programme ambassadeur, auquel je vous renvoie avec ce lien, vous redira comment vous pouvez assez systématiquement mettre en avant les compétences de gens complémentaires de vos compétences. Parce que s'ils font la même chose, vous allez récupérer des contacts aussi. Donc c'est ça le principe du programme ambassadeur AFSI. Si je parle de mes collègues, ils parleront de moi et moi j'aurai plus d'opportunités d'affaires et réciproquement. Et on gardera au sein du réseau AFSI des clients qui seraient peut-être allés ailleurs chercher d'autres choses. Dans la discussion des questions ou des points scientifiques ou techniques durant l'avancement du projet, euh, nous avons ici à Drugabilis testé les deux modes de fonctionnement. Il y en a un des deux qui ne marche pas du tout, pour moi. C'est très difficile de s'imposer relais de communication sur l'expertise du partenaire. On peut dire quelques mots au démarrage pour mettre en relation le client et le partenaire, en complément de son offre, et quels que soient les modes de fonctionnement. Mais je crois qu'il est toujours important que chacun puisse discuter des points qui relèvent de sa propre expertise. Donc faire des visios à trois, quel que soit le mode de fonctionnement, sous-traitance en cascade ou travail en parallèle, en partenariat,
Il faut que chacun puisse discuter les points qui relèvent de sa compétence. Sinon, on perd beaucoup d'efficacité, on perd de l'information, on perd de la pertinence, on perd du temps, on perd beaucoup de choses à être juste caché derrière, en sous-traitant de deuxième rang, j'allais dire. Donc ça, je crois que c'est très très important. Il faut le dire dès le début, il faut être d'accord. La collaboration que nous, on avait eue, qui fonctionnait comme ça, en sous-traitant caché, c'était vraiment pénible, il ne faut pas faire ça. Et puis voilà, relations contractuelles, se positionner ensemble sur d'autres appels d'offres, je ne sais même plus ce que je voulais dire là. Oui, si, peut-être. Il y a différents modèles et vous avez eu cette semaine et vous aurez encore demain des modèles plus de consortium ou des modèles, il y a des modèles dans lesquels une société va contractualiser pour un consortium et voilà. Il y a des modèles où clairement on contractualise séparément en travaillant ensemble. Ça dépendra de la taille de l'entreprise, des objectifs que se sont fixés les partenaires en commençant à interagir. Tout est possible, mais précisément à l'AFSI, avec toutes les tailles d'entreprise qu'il y a et les modes de fonctionnement, il y aura tous les modèles. Donc il faut trouver celui qui va vous convenir. Voilà, et puis je crois que j'ai à peu près terminé. Euh, Flèche droite. En résumé, tirez parti du réseau en étant un membre actif de l'AFSI. Vous retournez voir la charte de membre AFSI, que d'ailleurs on encourage tout le monde à signer, ceux qui ne l'ont pas encore signé. Les anciens qui n'ont pas signé quand on l'a sorti il y a quelques 2-3 ans. Identifier les partenaires potentiels au sein de l'AFSI, la carte en 3 clics, la charte des membres AFSI, les bonnes pratiques de travail en réseau vous aideront à trouver le mode d'emploi si vous n'avez pas encore trouvé. Testez la fluidité, lancez-vous, testez la fluidité, la fiabilité du partenariat. Faites le test une fois. Et quand on a fait le test, on a envie de recommencer en général, sauf très mauvaise expérience, mais il n'y a pas de raison. Après avoir bien bordé, préparez le discours, les modes d'interaction, les choses qu'on disait juste avant. Et puis, faites la promotion systématique des membres AFSI. Ils feront la même chose pour vous. C'est le principe du programme ambassadeur. Vous avez des outils de communication, la MAPSI, la carte en 3 clics, la carte de membre AFSI avec un petit QR code qui renvoie sur la carte en 3 clics. Vous pouvez la distribuer partout. Appuyez-vous sur les outils qu'on a mis en place depuis quelques temps et vous devrez trouver beaucoup de partenaires au sein de l'AFSI. Et je crois que j'en ai terminé pour cette longue intro. Merci. Merci Joël. Pour cette introduction. Écoutez, je propose que pour la suite du webinaire, vous relatiez un petit peu vos expériences et que on puisse en tirer des enseignements sur l'identification des complémentarités, sur la mise en œuvre de vos collaborations et sur effectivement l'intérêt que vous pouvez y trouver. S'il y a des écueils, ça pourra également être utile de les partager à nos membres. Donc dans l'ordre que vous souhaitez. Est-ce que, Joël, tu souhaites évoquer ta collaboration avec Célia pour débuter? Non. Alors, on enchaîne. Je vais laisser la parole à Célia, peut-être. J'ai beaucoup parlé là. Très bien. Oui, parce qu'en fait, là, on est 3, mais on collabore 2 par 2 pour l'instant, hein. Donc il y a déjà un peu de business développement pour que les 2 qui collaborent pas ensemble finissent par collaborer ensemble. Ben, pourquoi pas? Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, exactement. Moi j'ai bien aimé ta diapo là qui expliquait les 3 raisons en fait, hein, le pourquoi, on a besoin de travailler ensemble. Donc je peux peut-être reprendre ces exemples-là et exemplifier au-delà des 3 que nous sommes aujourd'hui. Donc il y a accrocher les clients pour, là où on n'aurait pas pu aller tout seul. Il y a mieux maîtriser un élément critique de sa propre, activité et il y a aussi, aller chercher des solutions à des problématiques connexes qui pourront être d'intérêt, pour les clients. Donc nous, on collabore, quand je fais le compte, parce que me suis fait le petit compte là, on collabore avec plus d'une dizaine de sociétés dans l'AFSI, hein. Alors, ça a pu être très ponctuel, ou pas, ça peut être contractuel ou pas. Donc, sur ces 3 thématiques, donc pour expliquer, pourquoi on collabore avec Joël, mais ce qu'on fait avec Drugabis, on le fait également, très fréquemment avec Oroxel. Donc, on fait du vivo. On travaille sur le test d'efficacité et de sécurité de composés thérapeutiques ou dispositifs implantables dans le domaine de l'audition. Nous, on travaille que sur l'oreille. Et dans le domaine de l'audition, on s'est rendu compte d'une problématique assez fréquente, c'est que le client, il veut tester son produit en administration locale
et il arrive et il n'a pas de formulation. Voilà. Donc, il nous dit, vous ne voulez pas juste nous mettre votre truc dans un excipient que vous aimez bien et puis vous mettez ça dans l'oreille. Donc, au début, on a un peu fait ça, hein. Mais à chaque fois, on s'est retrouvé avec un client qui apportait jamais les propriétés des composés qu'il nous envoyait, qui avait aucun avis spécifique sur ce qu'il fallait qu'on fasse, qui nous donnait pas de recette de cuisine. Et donc, on se retrouvait confronté à des problématiques de formulateur, alors que ce n'est absolument pas notre compétence dans Silcare. Donc, on a essayé au début de travailler avec un consultant, mais finalement, qui n'avait pas forcément les mêmes attentes que la société de service, qui a quand même pour objectif de signer le client à un moment donné. Et on s'est dit, on va aller chercher la compétence dans l'AFSI. Donc, c'est comme ça que, en discutant avec Joël, il me dit, moi, je fais que ça, hein, de l'après-faux pour l'animal. Je fais ça tout le temps. Je vais peut-être pas forcément travailler dans l'oreille très souvent, mais c'est pas un problème. Et ça permet de développer, pour Joël, une compétence très spécifique qui est de finalement comprendre les particularités de l'administration transtympanique, quels sont les excipients qui vont fonctionner ou pas pour administrer des composés dans l'oreille. Et puis pour nous, d'avoir accès à quelqu'un qui a une compétence, alors au-delà de la compétence technique, qui a une vraie compréhension de l'activité de CRO avec des délais, des timelines, une relation client, un contrat avec le client et des délivrables à fournir dans des délais qui sont prévus contractuellement. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Et sur la partie Oroxel, je vais en parler aussi. Donc Oroxel, c'est une société qui fait de la bioanalyse. Nous, on a travaillé très rapidement avec eux. De la même manière, la complexité des prélèvements qu'on peut faire au niveau de l'oreille, c'est que ce sont des tout petits volumes qu'on prélève, ça s'appelle la périlymphe, qui est en contact avec les cellules ciliées. Et donc, quand on fait ces prélèvements de périlymphe, on a besoin d'une société qui soit vraiment en capacité d'analyser des petits volumes et d'être très réactif par rapport à des clients qui, parfois, de la même manière, n'ont pas leur méthode d'analyse, ont besoin d'un peu de développement de la méthode, savent pas bien ce qu'ils veulent en fait dès le départ. Donc d'être accompagné d'experts et ensuite de sociétés en qui on peut avoir confiance sur ce qui est amont, la formulation, et ce qui va être aval, la bioanalyse, pour nous c'est clé pour vendre de la pharmacocinétique de l'oreille interne. Si on n'a pas accès à ces deux compétences, on est moins efficace puisque le client va falloir qu'il trouve tout seul quelqu'un qui va bien vouloir lui formuler son produit, ou alors on va le mettre dans la soupe et ça donnera rien du tout, hein. Et pour la suite, de la même manière, le client, ce qu'il veut, c'est, une fois qu'on a fait notre étude de pharmacocinétique, avoir des résultats dans un délai prévu contractuellement, sous un format prévu contractuellement, etc. Comme on a l'habitude de travailler avec ces deux sociétés, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un des modèles qui effectivement est un modèle assez simple de sous-traitance, où vous pouvez décider ou pas d'avoir une part de marge, comme vous êtes quand même au centre de la discussion avec le client. Le client, il comprend que vous preniez 5% sur l'étude que vous sous-traitez, parce que vous avez quand même un peu de coordination à faire entre le client et le prestataire de service. Et ces 5%, on les prend, généralement, c'est le client qui les accepte. L'autre manière de fonctionner, et ça, j'ai vu qu'il y avait François Ronan qui était de l'autre côté du fil aussi, mais bon, c'est la même chose avec Christian aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler sur notre compétence qui est l'oreille et avoir besoin parfois d'avoir accès à des compétences toujours dans notre compétence qui est la pharmacologie vivo, dans d'autres aires thérapeutiques. Donc, c'est le cas avec Christian sur Vertidiag, mais je laisserai développer un peu plus la manière dont on fonctionne. Mais globalement, un client qui arrive, qui veut travailler sur l'audition, souvent, il veut aussi travailler sur le vertige. Et là, il y a deux compétences complémentaires. Nous, on est sur l'audition avec la cochlée et Christian, il est sur le vestibule pour toute la partie vertige. Donc, ça permet aux clients d'avoir accès, qui viennent à Vertidiag ou qui viennent chez Silcare, d'avoir accès aux deux offres de services et de pouvoir finalement développer ces composés dans l'ensemble de l'aire thérapeutique qui est composé de l'oreille, qui est composé du vestibule et de la cochlée. Donc ça, c'est un point positif. Si je prends l'exemple d'Amilgène, avec qui on fonctionne depuis toujours aussi, nous, dans nos modèles, alors déjà, on a des modèles en commun, et dans nos modèles, donc nous, on mesure l'audition, et Amilgène, eux, ils sont spécialisés sur la partie neuro, avec des modèles de comportement, donc tout ce qui va être mesure de cognition, d'anxiété ou ce genre de choses. Et ça nous arrive, on rajoute quelque chose à notre modèle, on arrive à vendre aux clients, et c'est pareil de l'autre côté Amilgène, des mesures de cognition ou d'anxiété sur certains de nos modèles.
Et là, c'est Amygène qui gère, parce que nous, on ne sait pas faire la cognition et l'anxiété, et aux mémoires. Et quand Amygène vend des modèles, ils peuvent aussi vendre les mesures d'audition. Donc, nous, on est capable d'aller faire des mesures d'audition sur les modèles d'Amygène. Voilà. Donc, ça permet d'avoir des features supplémentaires sur les modèles qu'on propose et qui sont des features vraiment très experts. On ne vient pas rajouter ça au hasard. On travaille avec une société experte de ce domaine-là pour compléter nos modèles. Voilà. Et puis, j'en ai fini. Donc là, le modèle de collaboration, on pourra en parler, mais l'idée, c'est aussi de faire attention à toujours rester dans un domaine qui est non compétitif, parce qu'on a bien sûr des compétences communes. Quand on fait de la pharmacovigilance, il y a des choses qu'on sait faire dans toutes les sociétés qui font de la pharmacovigilance. Donc, l'idée, c'est de bien définir ce qui est propriétaire de chacune des entreprises avec qui vous travaillez, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas en conflit à un moment donné avec votre compétence qui a été comprise par l'autre CRO et qui est vendue du coup par l'autre CRO. Ça peut poser un problème. Donc, il faut se mettre bien d'accord d'un point de vue contractuel pour que ça n'arrive pas en définissant ces périmètres. Et peut-être une dernière chose, donc ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, nous, il nous est arrivé finalement, comme tu disais, de rencontrer des clients qui avaient un besoin qui n'était pas forcément répondu par Silcare, mais de les envoyer vraiment, ces clients, vers des CRO de l'AFSI, de manière à ce qu'ils puissent contracter avec la CRO de l'AFSI. Donc, si je prends l'exemple d'ANS Biotech, par exemple, on a un client qui est arrivé, qui au départ voulait faire de l'audition avec un produit qui était dans la douleur. On lui dit, mais dans la douleur, vous travaillez avec qui? Alors, il nous dit, c'est un client allemand, on travaille avec nana en Allemagne. Ah, je dis, oh, c'est dommage parce que nous, on connaît une CRO à Clermont-Ferrand qui fait que de la douleur et ils ont l'algogramme. En plus, on est un peu formaté avec le truc de l'algogramme de l'ANS, voilà. Ils ont l'algogramme, donc ils peuvent faire du screening et tout sur les composés. Ah, c'est super, machin, voilà, on les met en relation et ils ont contracté. Voilà, bon. Là, c'est juste en se disant qu'un jour, il y aura un retour ou il y aura quelqu'un dans l'audition qui leur dira: «Moi, je cherche l'audition». Ah on connaît Skillcare, et cetera. Donc on se dit que c'est un cercle vertueux où à un moment donné, on récupère aussi des clients par les copains. Voilà. Donc je m'arrête là parce que j'ai encore une liste de 8 sociétés avec qui on peut travailler. Je peux citer Synapcel, Azélide, Neuroservice, on fait partie de l'alliance. Donc ça, c'est aussi pour compléter notre offre, ça fonctionne très, très bien. Voxcan, qu'on avait essayé de faire travailler à une époque sur la partie imagerie. Voilà, donc il y a toujours, on sait que comme l'AFSI, il y a quand même beaucoup de sociétés qui ont une expertise très pointue dans un domaine très pointu, et ça permet de toute façon d'avoir confiance quand on envoie un client qui cherche cette expertise-là précisément. On sait qu'il va trouver des experts en face de lui, hein, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Je te laisse la parole, Christian, si tu veux donner ton avis et puis présenter comment on fonctionne ensemble. Oui, nous c'est l'exemple chez Vertidiac d'une start-up, une biotech qui commence en fait, hein, puisqu'on a moins d'1 an d'existence là. Donc c'est vrai que, alors beaucoup moins on est dans cette démarche d'établissement de synergie effectivement, mais beaucoup moins que ce que tu viens de décrire bien sûr. Donc je pense que certains des auditeurs seront quand même à l'affût de ça. Nous, en fait, la complémentarité, la synergie, elle se fait pour l'instant avec Silcare, principalement. Elle s'est faite, je dirais, de manière naturelle, parce que, on est à la fois sur des complémentarités thématiques et technologiques. Thématiques parce qu'on est tous les deux dans la sphère de l'oreille interne, sur des organes différents, avec chacun notre expertise, et on se connaît depuis longtemps en fait, et effectivement, de manière très naturelle, chacun de notre côté, on a dès le début, avec l'établissement de l'activité, parce que de CRO, là on parle, puisque l'activité de Vertidiac, c'est à la fois CRO et à la fois R&D, mais je dirais que sur cette activité de CRO, eh bien, on a été pareil, en contact assez rapidement avec des clients qui avaient envie soit de tester l'innocuité de certains composés ou la toxicité de certains composés pour la sphère oreille interne. Et à ce moment-là, on s'est tourné vers Silcare, bien évidemment, et vice-versa. Alors, il s'avère que ça a été très simple pour nous, puisqu'on n'a pas de compétition entre nous, étant donné qu'on est sur des sphères
juxtaposées mais différentes en fait. Alors on a des approches quand même technologiques sur le in vivo qui sont différentes, sur l'expertise vitro avec des travaux d'immunocytochimie en particulier. On fait des choses, on va dire, complémentaires qui peuvent se faire aussi chez l'un chez l'autre. Pour l'instant, sur les contrats qu'on mène ensemble, on a une très bonne entente et je crois qu'on est vraiment dans la spirale du gagnant-gagnant. Hein. Donc on l'a bien compris très rapidement et ça se passe très bien. Alors aujourd'hui, ça nous permet à tous les deux, comme l'a dit Célia, à élargir notre offre, hein, de pouvoir dire, voilà, on est capable, nous, on a un partenaire très proche qui est dans une sphère de qualité, de rapidité et de sécurité dans le travail. Donc, c'est quelque chose qui porte et ça nous permet d'élargir cette offre, voilà, tout simplement, en termes d'efficacité. Voilà. Donc, il s'avère que ça a du sens aussi, même d'un point de vue communication, au-delà vraiment de l'activité même qu'on peut proposer, puisque là, on est en train de... Il s'avère que Vertidiag se déplace actuellement de Marseille sur Montpellier, et on est en train d'établir finalement une masse critique, un cluster oreille interne qui va être dans les services qu'on offre, la plus grosse structure au monde. Hein, donc, il y a Sensorion qui est aussi une entreprise qui est dans le secteur. Donc, du coup, on va tous communiquer là-dessus. On a un intérêt croissant, là aussi, à montrer que ce cluster, il est efficace et qu'il sera rapidement incontournable, quoi. Voilà. Donc, tout se passe bien pour l'instant. et on va continuer. Voilà un petit peu pour notre expérience. Après, peut-être, Célia, tu pourras revenir en tant que CEO peut-être plus sur les termes un petit peu les termes du partenariat éventuellement, si on a des questions là-dessus. Voilà. Oui. Je peux dire que c'est très efficace déjà sur la prospection parce que c'est vrai que nous, des clients qui arrivent avec une demande Vertige, on en avait eu avant, hein, ce qu'on avait discuté avec Vertidiag, mais alors là, c'est la pluie. Hein. C'est l'inverse de clients qui arrivent et qui disent oui, alors on veut faire de la cochlée et du vestibule. Donc ça fonctionne très bien parce que ce sont des clients que, en tout cas pour Silcare, je ne pense pas qu'on les signerait si on n'était pas capable d'adresser aussi leurs besoins dans le vestibule. Donc, et peut-être inversement pour Vertidiag pour certains clients. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir travailler le client encore un peu plus loin sur plus d'aires thérapeutiques. Donc, on va voir, hein, ça a démarré. Là, on commence vraiment à faire des réunions clients ensemble, à contracter. Alors, dans la manière dont on a mis en place le partenariat, donc il y a un aspect qui est vraiment de définir le scope of work de chacune des deux sociétés et de confirmer qu'on ne sera pas compétitif à aucun moment sur nos sphères d'activité, qu'on a bien la volonté de travailler ensemble. Et ensuite, c'est un contrat de portage d'affaires. Donc, le client, il contractera à la fois avec Silcare et avec Vertidiag sur la partie qui sera pour Vertidiag. Et dans cette manière de fonctionner, si le client signe avec Silcare, Silcare doit un pourcentage à Vertidiag. Et si le client vient de chez Vertidiag et que Vertidiag nous appelle en nous disant on a besoin d'une expertise cochlée, et ben voilà, l'inverse est voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais bref, il y a un pourcentage qui est défini de portage d'affaires sur le client et généralement, on l'allonge sur une durée de 2 ans, de manière à ce qu'un nouveau client, imaginons on attrape un client, il veut faire que du vestibule, ok, on l'envoie chez Vertidiag qui nous rend 5% de ce qu'il signe avec le client. Si le client continue à signer pendant 2 ans avec Vertidiag, ben on continue à récupérer un petit pourcentage de ce qu'il signe avec Vertidiag, en considérant que l'effort commercial qui a été nécessaire pour ramener ce client quand même à Vertidiag justifie une durée de 2 ans sur ce client, sur du retour de pourcentage de chiffre d'affaires. Voilà. Alors, je rajouterais en thématique plus là que cette synergie, elle est d'autant plus naturelle qu'il y a certaines pathologies qui sont cocléo-vestibulaires, pour parler de la maladie de Ménière en particulier. Et donc là, c'est extrêmement cohérent. Comme tu disais, il y a des clients qui vont focuser là-dessus et qui vont avoir complètement la volonté dès le départ de faire de la cochlée du vestibule. Il s'avère que nous, on dispose de modèles vitro et vivo de maladie de Ménière. Et donc, c'est vrai que cette expertise-là associée à la cochlée est complètement légitime et rationnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est visible là-dessus, quoi.
Et pour nous, ça aurait été impossible de développer de toute façon cette compétence en interne parce que le vestibule et la cochlée, c'est 2 choses complètement différentes. Donc les modèles, tout est et voilà et voilà, sans Vertidiag, on ne pourrait pas du tout adresser, ce besoin qui reste, finalement un besoin pour les sociétés qui ciblent les désordres auditifs. Les désordres auditifs et vestibulaires. On a une question de Xavier. Je vous la projette. Vous avez les uns les autres exprimé la pertinence de vos coopérations en pratique. Comment valoriser cela vis-à-vis des clients? Nous, on a fait un press release, tout simplement, en annonçant la collaboration entre Vertidiag et Silcare, qui est présent sur le site internet. Alors, il faudra probablement, en termes de communication, régulièrement rappeler qu'on travaille ensemble. Et ensuite, là, pour le moment, c'est vraiment du coup les clients qui reviennent en disant on a vu que vous collaborez avec Vertidiag, qu'est-ce que vous nous proposez est-ce qu'on peut tester quelque chose dans telle ou telle pathologie vestibulaire? Et là, on les renvoie vers le client. Donc, de la manière, ça a été un press release, je ne sais pas si ça répond à la question. Et de la prospection, oui, alors là, le client signe avec l'un ou l'autre. Donc, nous, on s'occupe de la prospection et en fonction de avec qui il signe, la réalisation des travaux et de la responsabilité de la société qui a contracté. C'est ça? Je pense que oui, Célia. Je t'entends pas, Xavier, alors je ne sais pas si on a répondu à ta question. Moi, j'ai eu un commentaire sur... on m'a fait un commentaire sur les biais que pouvait introduire le fait d'avoir des contrats d'apporteurs d'affaires ou d'avoir un pourcentage sur les contrats apportés, qui va potentiellement amener à plutôt vouloir emporter des clients chez telle société plutôt qu'une autre. Et on m'a demandé si, quand les activités existent chez plusieurs sociétés différentes, ça ne pouvait pas introduire un biais au détriment de la pertinence de la société chez qui on apporte l'affaire. D'accord, je me comprends, je vais plutôt emmener le contrat chez une société qui me fait un retour financier, plutôt que chez la société qui aurait peut-être été un petit peu plus pertinente, mais finalement, ou un petit peu plus... Voilà. Donc, si je suis consultant et en même temps que je réalise les opérations que je préconise, je suis juge et partie. Donc voilà. Moi, j'ai préféré finalement fonctionner en apporteur d'affaires bénévole, j'allais dire, ou gratuit. En ce sens, j'ai l'impression de pouvoir toujours dire, j'essaie de vous amener chez le collègue AFSI qui est le plus pertinent sur la problématique qui est la vôtre. C'est pour ça que, par exemple, quand je réaiguille un client chez des chimistes, il y a plusieurs chimistes au sein de l'AFSI, je vais toujours essayer de dire, je sais que cette société-là, elle fait plutôt tel type de mode elle pratique tel type de chimie, ou ils sont plus spécialisés sur de la discovery amont, ou bien ils vont aussi faire du scale-up. Donc j'essaie de chercher toujours chez les collègues que je vais recommander les spécificités qui vont justifier de la recommandation que je fais. Et puis finalement, je me suis dit un jour, finalement, ces 5%, est-ce qu'ils sont si critiques pour moi? Alors, il ne faut rien jeter, bien sûr. Mais finalement, je préfère collaborer avec un maximum de gens ou signaler l'existence d'un maximum de gens parce que finalement, en retour, je devrais bien en recevoir. Donc, je mise sur le fait que le système soit vertueux. Puis, c'était ma philosophie, quoi. Donc, je n'ai pas cherché à établir trop de contrats d'apport d'affaires ou de rétrocommission, enfin de commission sur les apports d'affaires, parce que je ne savais pas trop comment le faire. De la même façon, ce que tu dis, Célia, sur... On a pendant 2 ans sur la poursuite de la collaboration qui a été initiée par notre apport de clients, on a 5%. On peut se poser la question, est-ce qu'on sait tous les contrats qui sont conclus dans la suite de cette chose-là? Donc, est-ce qu'on veut mettre en place des systèmes de contrôle ou pas? Est-ce qu'on se fait confiance? Et finalement, je trouvais que c'était compliqué. Et après, j'ai plus fonctionné avec les gens que j'aime bien, avec les gens avec qui je nous sens plus proches en termes de mode de fonctionnement, quand il y a des options et des choix possibles, hein. Quand il y a une spécificité comme entre vous, Silcare et Vertidiag, où vous n'êtes pas 15 sur le marché, je pense, et pas 15 à l'AFSI en tout cas, c'est naturel, c'est logique et vous devez travailler ensemble.
Si on a 4 sociétés qui font de la pharmacocinétique, où est-ce qu'on renvoie tel jour, tel client, je ne sais pas. Donc voilà. Tu peux avoir un contrat avec l'ensemble de ces sociétés. Le principe du contrat, c'est quand même de montrer que la relation, elle existe. Oui. Et si tu n'en as pas et que tu fais ça bénévolement et que tu n'as jamais de retour d'ascenseur, il y a pas eu. En fait, tu n'as pas vraiment établi que cette manière de fonctionner entre vous, ça devait être vertueuse pour l'ensemble des participants. Les contrats, ils sont les mêmes dans les deux sens. Donc, tu m'apportes des affaires, je t'apporte des affaires. Dans les deux cas, je te renvoie la balle. Après, on n'est pas sur de l'hyper-contrôle. Tu ne vas pas aller regarder la liste des clients signés par la société avec laquelle tu as fait le contrat. Ça, c'est sûr. Donc, c'est basé sur la confiance. Mais comme de la même manière, au départ, tu te mets d'accord sur la manière dont tu vas fonctionner. Si cette confiance est brisée, l'avantage à la FSI, c'est que tu peux aller hurler sur la personne directement, si tu la connais, et lui dire c'est pas juste, tu travailles pas bien. Mais voilà, c'est basé sur la confiance. Donc, tu te dis, dans les deux cas, que tu as plutôt intérêt, si ça fonctionne bien, plutôt intérêt à ce que cette confiance ne soit pas brisée à un moment donné Clairement. par une malhonnêteté. Clairement, de toute façon, la fiabilité dans le partenariat, c'est absolument clé. Il faut être là. S'il y a un problème, il faut être là pour résoudre le problème. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à ça. Donc, fiabilité, compétence, expertise, bien sûr. Et puis, mode de fonctionnement et valeurs similaires, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Est une chose, mais en cas de clé. Oui, d'accord, monsieur. Frédéric dit la confiance, c'est une chose, mais en cas de réclamation, c'est plus compliqué. Oui. Clairement. Si je peux me permettre d'intervenir, parce que en fait, ma question de tout à l'heure, c'était la même question, simplement, je ne l'ai pas bien écrite. Mais ça repoint notamment le point de Frédéric Noailles. Bonjour à tous et à toutes, Xavier Morse. Donc, mon propos était, vous avez beaucoup parlé de la façon dont vous travaillez ensemble, et ce qui m'intéressait, les uns les autres, ce qui m'intéressait, c'est la façon dont vous travaillez vis-à-vis du client. Et je le disais, de la prospection jusqu'à la fin, est-ce que, c'est un vrai sujet, donc, et comment il s'appelle, Joël l'a abordé sous un angle, par exemple, de est-ce que je reverse un pourcentage ou pas. Nous, on a travaillé pendant des années avec, et on continue avec ERBC. Au départ, on s'était rétrocédé un pourcentage, et puis après, on a dit, bon, allez, on arrête tout ça, c'est une usine à gaz en réalité, en pratique. Par contre, ce qu'on veut, c'est que chacun merde du business à l'un et l'autre. Mais il y avait 10 ans d'expérience ensemble et on savait que finalement, on arrivait à équilibrer bonhomme les choses, non pas d'une année à une autre, mais sur la durée. Donc, on avait cette expérience suffisamment longue pour se dire, bon, allez, on s'embête pour pas grand-chose. Ça, c'est compréhensible. Mais ce qui m'intéressait, moi, aujourd'hui, c'était plutôt vis-à-vis du client. Je veux dire, est-ce que par exemple, et c'est intéressant parce que j'ai participé à celle d'hier dans l'Alliance Neuroalliance, en quelque sorte, c'est plus avec telle qu'elle a été présentée hier. Et il y a une organisation, une méthodologie ou un process qui a ses propres règles et qu'on comprend parfaitement. Vous, deux à deux, vous n'avez peut-être pas la même façon de faire. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est véritablement vis-à-vis du client. Est-ce que, par exemple, entre Christian et Célia, quand vous allez voir, chacun va avoir fait sa prospection de ce côté. Une fois que vous avez trouvé un client, est-ce que vous lui dites, bon, attendez, on vous fait une offre intégrée, vous avez une tête, un chef de projet qui est à droite, terminé, vous signez un contrat avec un seul et, et on s'arrange entre nous parce qu'on a déjà défini des conditions de notre côté. Ou est-ce que vous dites, on fait un accord tripartite, ou vous dites au client, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et une fois qu'on réalise comment réaliser, et pour aller jusqu'au bout, et je prends l'exemple le propos de Frédéric Noailles, et je m'arrête là, et jusqu'au litige. Parce que le client, ce qui va l'intéresser, c'est comment il peut traiter toutes les situations, évidemment, en particulier les situations difficiles, délicates ou à risque. Quand le client signe avec toi et que tu sous-traites, de toute façon, tu es responsable de toute la partie sous-traitance. Et le sous-traitant, tu signes un contrat de sous-traitance qui est le même que celui qu'il aurait signé avec le client. Et c'est ta responsabilité de faire en sorte que l'ensemble de ce que tu as contracté avec le client soit bien réalisé. Enfin, de ce que nous, on comprend. Donc, c'est ce que vous avez fait, vous. Après, avec Drugabilis, c'est ce qu'on fait. Avec Vertidiag, non. Avec Vertidiag, le client signera avec Vertidiag et avec Silcare.
qu'on n'est pas sur de la sous-traitance. Moi, je ne suis pas garante des modèles Vertige proposés par Christian, hein. C'est une coopération en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de sous-traitance entre nous. Ce que j'évoquais précisément sur ça tout à l'heure, en parlant des deux modèles, le modèle partenaire où les deux contractent en direct avec le client et le modèle sous-traitant où il y a une sous-traitance en cascade, c'est que parfois on n'a pas la totale maîtrise de ce qui va relever de l'expertise du sous-traitant de rang 2. Et finalement, on va peut-être s'engager sur... Alors, ça va être compliqué, on va gérer la relation, on va être l'intermédiaire entre le sous-traitant de rang 2 et le client. Ouais. Et on va parfois être exposé à des choses compliquées qu'il va falloir gérer sans qu'on maîtrise complètement les choses. Ça peut être un point un peu délicat si on a mal anticipé, ou si le client a mal anticipé ou mal dit les choses au démarrage. Et d'un seul coup, on peut se retrouver avec une partie qui allait être secondaire en termes de volume, qui devient plus importante et qui même... qu'il aurait été plus simple d'avoir directement contracté entre le sous-traitant, le second et le client. Pour pas jouer le rôle d'intermédiaire en attendant que son étude commence, on joue aussi le rôle de trésorier de l'affaire, on avance la trésorerie ou pas, et ça peut être compliqué. Dans tous les cas, pour moi, vis-à-vis du client, il faut clairement que les deux expertises puissent directement avoir accès au client pour pouvoir discuter les choses. Ça, c'est essentiel, quel que soit le mode de contrat qu'on a mis en place. Absolument. Mais c'est vrai que c'est complexe, hein, un point d'entrée et plusieurs sous-traitants sur l'expertise, c'est une complexité réelle, hein. Même si le client a accès aux sous-traitants, il y a une responsabilité du moment où on sous-traite l'activité. Après, nous, on a pu observer, je parle d'un autre sujet, on a pu observer que on arrivait souvent sur des problématiques ponctuelles dans des consortiums qui préexistaient. On a beaucoup travaillé avec des petites biotech à travers l'Europe. On a travaillé pour plus de 200 clients depuis 16 ans maintenant. Et on arrive souvent, on est souvent appelé parce qu'il y a une problématique particulière, ponctuelle, dans un réseau de prestataires de recherche qui travaillent pour une même biotech. Et finalement, on vient boucher un trou, on vient résoudre un problème là. Si on s'affichait trop ouvertement, exclusivement avec, je vais dire, un chimiste médicinal, une CRO de chimie médicinale, alors il serait possible que certains de ces réseaux, déjà en place de certaines biotech, se ferment à notre arrivée. Parce qu'il y aura le chimiste médicinal de ce réseau qui dit, ben non, Drugabili, c'est à trop de proximité avec ce concurrent. Et finalement, voilà. Donc nous, on a choisi de jamais trop faire de publicité sur les partenariats qu'on avait avec des compétences complémentaires. Parce qu'on a certains contrats qu'on a pu signer et qui ont été substantiels pour nous, qui se seraient probablement pas faits si on avait affiché trop explicitement des partenariats. Donc on choisit d'entretenir des partenariats nombreux, variés, avec des sociétés qui peuvent être parfois potentiellement des compétiteurs, mais on trouve toujours une bonne raison de spécificité d'expertise, de spécificité de type de prestation pour pouvoir aller chez l'un ou chez l'autre. Bien sûr, on travaille qu'avec des gens qu'on aime bien, en premier, si possible, mais on ne s'affiche pas forcément exclusivement avec certains. Dans un consortium, par exemple, ça nous barrerait certaines collaborations, certains contrats. Je viens effectivement de poster un petit message sur le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez à la fois des questions, des commentaires ou éventuellement des témoignages complémentaires, je peux ouvrir vos micros. Et sur les exemples de collaboration, j'en parlerai en conclusion de ce webinaire. On a également un autre témoignage demain à 14 h avec notamment Xavier que vous voyez à l'écran qui co-interviendra. Donc la parole est à vous. Si vous avez encore des questions, on vous laisse quelques minutes. Pareil, hein, messieurs, dames, les intervenants, n'hésitez pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. On laisse quelques instants.
Donc effectivement, je vous parlais d'une session qui clôturera cette semaine de présentation de société et de collaboration en synergie. Donc c'est le webinaire co-animé par Xavier Morge, Oncodesign, par la société ERBC, Symbiose, Aepodia et Pharmalex, donc exclusivement des sociétés membres de l'AFSI, qui vous présenteront donc ce que je te propose de faire, Xavier, maintenant que tu as la parole. Je pense que tu seras le plus à même à présenter, outre ce qu'on peut déjà voir à l'écran, fais-nous un teaser de ta session de demain 14h. Je te laisse la parole. Allô, Xavier? On t'entend pas. Ouais, Oui, pourtant ton micro est ouvert. aujourd'hui, je voulais juste intervenir pour mieux comprendre la façon dont les uns et les autres travaillaient. Mais bon, s'il faut faire de la pub, je fais de la pub. Hein, Voilà, fais-nous un teaser. Donc demain à 14h, soyez tous présents. Non, en fait, c'est intéressant parce que demain, notre propos, il est finalement, on ne va pas parler de notre façon dont on travaille ensemble. Évidemment, les questions sont effectivement ouvertes, mais vous présenter en réalité la façon dont on va porter un message ensemble autour d'une offre Covid. Et l'idée de demain pour le réseau dont vous avez les noms des différentes sociétés qui participent, c'est de véritablement présenter ce qu'on fait dans le domaine du Covid ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, considérant que si un tiers est intéressé pour évaluer sa solution vaccinale, thérapeutique ou que sais-je dans le domaine du Covid, nous puissions ensemble être intégrateurs et proposer une intégration d'une offre capable de mener à bien les travaux de la préclinique à la clinique, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça qu'on se positionne demain. Donc, l'idée, c'est véritablement adresser et orienter vers des sociétés intéressées par évaluer leurs solutions. Voilà. C'est donc un peu la complémentarité de ce qui est fait aujourd'hui. On ne parle pas de la façon dont on travaille entre nous, mais on ne parle pas de la façon dont on est motivé pour travailler entre nous, et comment on articule cela. Mais voilà, ça y est, on n'a pas franchi cette étape, on a traité cette étape et maintenant on a une offre. Et comment on va essayer de valoriser cette offre ensemble. Voilà. Et ça fait écho à une information que nous avons séparément communiquée le même jour à la même heure à l'ensemble de nos clients. Et nous, on veut bien venir faire des mesures d'audition dans vos modèles Covid. L'appel est lancé. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu disais. On va mesurer l'audition dans vos modèles Covid. Vous n'avez pas vu? Les patients Covid, ils ont des pertes d'audition soudaines. Incroyable. Je n'ai toujours pas compris ce que tu disais. Ils n'ont pas des vertiges, non? Ils n'ont pas des vertiges, les patients Covid? Oui, tout à fait. J'ai fait un mauvais jeu de mots tout à l'heure. C'est clair. Mais je vais t'embaucher en business dev. Hein. Xavier, tu vas être trop fort. Oui, non, mais par contre, au-delà de ça, j'arrête de. Ce qui est vraiment intéressant, et je pense qu'au-delà de cette session, il faudra vraiment qu'on travaille de ce sujet, de la façon dont on travaille ensemble, parce que, par exemple, Célia, tu disais tout à l'heure, ah oui, mais si la société, quand vous travaillez avec Vertidiag, en fait, tu ne veux pas assumer, ce que je peux comprendre, hein, un travail ou un propos qui est fait par un confrère, etc. C'est intéressant parce que nous, on a pris la position inverse, par exemple, dans les projets qu'on a aujourd'hui avec des tiers et en particulier avec les RBC, mais pas qu'avec le RBC. Je cite les RBC parce que on a des projets très concrets avec le RBC ou avec Symbiose aujourd'hui. On assume totalement, c'est-à-dire que on se présente nous comme des intégrateurs. Et du coup, même si on n'y connaît rien, on doit assumer cette partie-là de telle façon à ce que si problème il y a, le client il se dit bah, attendez, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, si c'est de la sous-traitance, le client se retourne vers toi ou vers Silcare, et à la limite, vous devez régler vos problèmes entre Silcare et puis Vertidiag ou avec Drugabilis. Et nous, sa position comprend. Donc, là-dessus, on arrive avec un discours qui est vous allez avoir un seul architecture d'offre, un seul architecte d'offre, vous allez avoir un seul project management, et c'est un peu ce qu'on a compris, en tous les cas, pour la première partie, ce qui est fait avec Bruno et le réseau, où là, sur la partie offre elle-même, vous avez bien un seul architecte d'offre. Mais après, voilà, si vous voulez, nous, dans ce qu'on dit demain,
Et on a eu ces discussions, c'est pas ce qu'on va présenter demain, c'est pour ça que je peux en parler là. On a discuté ensemble et en fait, on a fait un memorandum of understanding entre nous, suffisamment précis, mais suffisamment souple. Suffisamment précis parce que typiquement, par exemple, hier, Bruno disait, finalement, qui est le chef de projet? C'est celui qui a la plus grosse partie de l'offre. En fait, nous, c'est pas ce qu'on a décidé dans notre consortium, oui. Nous, on a décidé que c'est celui qui assumait la gestion de projet, qui était prêt à assumer la gestion de projet. Or, la gestion de projet, c'est pas une question de taille du projet. Alors, évidemment, s'il y en a un qui fait 90% et que les deux autres font quelques pourcentages, bon, évidemment, l'un est égal à l'autre. Mais il peut y avoir un programme où on est… nous, on a eu ce cas-là avec RBC, pardonnez-moi encore de prendre cet exemple-là, où c'est Oncodesign qui avait la plus faible partie du projet à gérer, de l'ordre de un tiers, 2 tiers, donc un tiers nous en économie et 2 tiers pour RBC. Mais la relation client avait été établie par Oncodesign depuis longtemps et la confiance était déjà établie. Donc on n'a pas voulu rompre cette confiance, on l'a gardée et après Oncodesign a lui d'assumer. Ce qui fait qu'entre nous, on n'a pas eu d'échange économique, mais côté Oncodesign, la gestion de projet, nous l'avons valorisée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça viendra avec l'expérience des deux sociétés. Parce que là, tu parles de relations établies, des modèles validés, des compétences connues, maîtrisées. Vertidiag, il démarre là en CRO. Ouais. Oui, je comprends. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup de nous entre nous et je me mets toujours à la position du client, comment le client le perçoit. Pas comment nous on le perçoit. Oui, bien sûr. Oui. Comment le client le perçoit. Et c'est pour ça que nous, on a une approche qui est plutôt limitons le propos qui… Les offres sont déjà complexes scientifiquement. Si en plus on leur met une strate de complexité de gestion, une strate de complexité commerciale, juridique, etc., et à un moment donné, je dis bon, attendez, on va aller voir les gros parce qu'au moins on n'est pas emmerdé avec tout ça, pardonnez-moi de cette façon de m'exprimer. Et donc c'est pour ça que nous, on essaie plutôt de dire tout ça c'est traité, on n'en parle même pas. D'ailleurs, on n'en parle pas, c'est un non-sujet. Et si on nous pose la question, on va aller vers l'essentiel. On sait que machin est venu, enfin que telle société est venue par, je sais pas moi, par Drugabilis, et ben on va dire, de toute façon, vous connaissez Drugabilis, vous avez l'habitude de travailler, vous continuez avec. Et puis voilà. Et nous, on sera sous-traitant de Drugabilis. Pour peu que Drugabilis accepte ce risque, évidemment. Mais si on est partenaire, c'est qu'on a une confiance entre nous quand même. C'est pour ça que je me positionne vis-à-vis, moi j'ai un angle client. Donc, lui, il préfère un seul point d'entrée, ça c'est certain. Oui, toujours. Moi, j'ai pas toujours eu cette impression. Par exemple, quand on a fait, après avoir fait quelques années dans la pharma, on est sur un groupe projet. Sur ce groupe projet, on a les compétences des différentes disciplines, j'allais dire. On a un pharmacocinéticien, on a un chimiste, on a un formulateur, on a un pharmacologue, on a un toxicologue. Et donc, ces gens sont habitués dans la relation ou dans la discussion du projet, à avoir plusieurs interlocuteurs. Sur la partie contractuelle, finalement, si elle est bien montée et si le côté administratif est géré de façon la plus souple possible, je pense aux grands groupes, par exemple, si on interagit avec un grand groupe, j'ai pas l'impression que la multiplicité des intervenants extérieurs soit une problématique particulière. Je l'apporte pas sous l'aspect scientifique, parce qu'évidemment, il faut que les experts soient là. Mon propos n'est pas du tout scientifique. Effectivement, les experts doivent être là au bon moment, évidemment, pour tous les sujets. Vous pouvez avoir des clients très intrusifs qui veulent connaître le détail et ils ont besoin de cette expertise, donc il est hors de question que l'expert ne soit pas là. Oui, et notre propos n'est pas là. Mais notre propos est de dire que vous avez un problème, mais c'est le point de Frédéric, que aborde Frédéric. Parce que c'est quand il y a une difficulté, comment ça se passe? Je m'adresse à l'un, mais attendez, et si l'un est en bisbille avec l'autre, comment ça se passe, etc. J'ai pas envie de traiter tout ça. Et donc, c'est pas qu'un point purement administratif ou contractuel. C'est un point de gestion de projet. Et ça, la gestion de projet, c'est pas que du contrat. Me semble-t-il, Me semble-t-il. Il est 16h02, messieurs, dames. Ce que je vous propose, c'est de continuer vos échanges. Donc, n'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, on incite à la prise de contact. Vous pouvez noter dès aujourd'hui la date du 10 novembre pour un webinaire « Les membrations ont la parole », présenté par Enterosis. Donc, ce sera le 10 novembre à 15h. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet. Merci encore à tous. Merci. Merci pour vos témoignages. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à bientôt. Merci bien. Au revoir. Bonsoir à tous.